Ok, donc bonjour à toutes et tous. Ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui avec vous pour vous présenter un peu ce qu'on fait avec mon équipe de recherche. Et puis, je tiens aussi à remercier trois personnes qui vont m'accompagner aujourd'hui puis qui vont présenter des travaux passés et des travaux récents. Donc, en l'occurrence, Ala, qui est aujourd'hui à la Banque nationale, Tienne, qui est portfolio manager à TimeChain, et puis Clément, qui est en deuxième année de doctorat à HEC Montréal. D'accord? Donc, ça va être trois perspectives différentes sur des projets de recherche qu'on a fait ensemble. Donc, le plan de match, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est tout d'abord, je vais commencer par vous présenter Centometrics. Centometrics, c'est un projet de recherche qu'on a initié il y a quelques années avec une équipe en Belgique, Chris Bout et son équipe. Et puis, j'ai envie de vous expliquer un peu en quoi ça consiste et de vous proposer et de vous présenter l'approche méthodologique, mais aussi de vous illustrer ce qu'on peut faire avec ça en termes de prévision macroéconomique. Alain va ensuite nous parler de l'EPU qu'on a développé ensemble pour le Québec. Tienne, un projet très récent sur l'hétérogénéité de la performance pour les titres bruns et verts. Donc, c'est quelque chose d'assez hot ces dernières années avec tout ce qui est investissement durable. Et puis, Clément va nous parler des investisseurs Robinhood sur une analyse de haute fréquence. OK. Donc, d'abord, Centometrics, c'est quoi? C'est en fait la rencontre de deux domaines de recherche. D'un côté, tout ce qui est analyse textuelle. Donc, on va analyser des corpus de texte, par exemple des news de médias, et extraire de manière automatique des features, qui pourraient être, par exemple, des sentiments véhiculés par le texte, mais ça pourrait être aussi le sujet discuté dans le texte. D'accord? Donc, il y a toute l'analyse machine qui nous permet d'analyser de manière automatique ces textes et d'en extraire de l'information qualitative qu'on peut transformer ensuite en information quantitative. Puis d'un autre côté, c'est l'économétrie. Donc l'économétrie, ça va être la mesure de l'économie avec des méthodes de régression, par exemple, ou des méthodes de série temporelle. Et donc, ce qu'on essaie de faire dans Centometrics, c'est d'utiliser cette analyse qualitative qu'on transforme en variable quantitative pour aider, par exemple, à la prévision. D'accord? Et c'est l'exemple que je vais vous montrer avec un projet de recherche en macroéconomie sur les États-Unis. Donc ça, c'est le fil dans lequel on travaille. Et puis, vous pouvez retrouver notre portail de recherche Centometrics Research qui comporte de nombreuses ressources, que ce soit des articles ou que ce soit des logiciels informatiques en libre accès qui vous permettent de pratiquer et de développer en fait sur ce domaine-là. D'accord? Donc, c'est vraiment notre portail de recherche. On essaye de mettre le plus possible. Et puis, c'est un portail qui est dédié à la communauté, mais qui vit aussi grâce à la communauté. Donc, n'hésitez pas à nous communiquer vos packages, vos projets de recherche. On va pouvoir venir mettre ça sur notre portail avec plaisir. Donc, la jeunesse finalement de notre domaine de recherche, c'est quoi? C'est de dire on part avec de l'information textuelle, typiquement un large corpus, par exemple, de news, de médias, et puis on va vouloir de manière automatique scorer ces news. Ensuite, on va vouloir agréger ces scores, par exemple au niveau du journal, au niveau du média, pour un pays donné, par exemple, et créer des indices. D'accord? Donc, on va pouvoir regarder l'évolution de certaines quantités d'intérêt dans le temps qui ont été créées sur la base de ces données qualitatives. Et puis, le but ultime, c'est d'utiliser ces différents indices pour améliorer la prévision et peut-être aider à la prise de décision. D'accord? Donc, c'est les trois dimensions que l'on essaie de développer avec l'équipe. Et puis, on a mis au point, on va dire, un pipeline de recherche sur la base de ces trois dimensions. Et ce pipeline, il a été implémenté dans un package qui s'appelle Centometrics. Et donc, je vais juste vous illustrer les différentes étapes de ce pipeline maintenant, et puis ensuite vous illustrer avec l'exemple macroéconomique comment il a été mis en place. Donc, d'abord, pour tout ce qui est scoring, on va commencer avec un corpus. Donc, vous pouvez imaginer un corpus, c'est un ensemble, un grand ensemble de textes. Par exemple, les news des médias aux États-Unis sur les 10 dernières années. D'accord? Ces textes, qu'est-ce qu'ils contiennent? Souvent, ils contiennent des metadata. On peut imaginer l'auteur, on peut imaginer des thématiques qui sont liées à l'article, on peut imaginer le journal lui-même fait partie d'une information supplémentaire qui est liée à ce corpus. Puis ensuite, sur la base de ce corpus, ces metadata, ce que nous, on va faire, c'est qu'on va utiliser typiquement des dictionnaires, mais ça pourrait être des méthodes plus poussées de NLP, des dictionnaires, un ensemble de mots qui ont une certaine polarité
et peut-être des valence shifters qui permettent de transformer la polarité de ces mots pour pouvoir venir scorer certains de ces articles. D'accord? Et donc, une fois qu'on va avoir un ensemble de mots qu'on va pouvoir scorer dans l'article, on détermine comment on va pouvoir venir scorer notre article. On va pouvoir créer une matrice, typiquement, où le nombre de lignes correspond au nombre de documents qu'on a dans notre corpus et le nombre de colonnes vont être typiquement le nombre de métadata d'intérêt et la quantité à l'intérieur de notre matrice va être par exemple un sentiment. D'accord? Donc ça va être la fréquence de mots positifs par rapport à la fréquence de mots négatifs qu'on a dans notre dictionnaire qui ont été comptés dans le document en question. Une fois qu'on a cette matrice de sentiments, on va vouloir créer nos indices. Donc on part de notre matrice de sentiments et puis on va se dire quelle est la fréquence d'intérêt qui va être utile pour mon analyse. Par exemple, une fréquence journalière. D'accord? Donc, on va vouloir agréger à une fréquence journalière. On va déterminer de quelle manière on va agréger à travers les documents et peut-être éventuellement à quelle manière on va venir agréger à travers le temps. D'accord? Peut-être que certains sentiments sont plus importants à court terme qu'à moyen terme ou à long terme. Et donc, on va obtenir typiquement transformer cette matrice de sentiments en un ensemble de séries temporelles, time series de sentiments. Et ici, vous avez un exemple dans le temps. L'axe horizontal, c'est l'axe temporel. L'axe vertical, c'est une quantité qui peut être assimilée à du sentiment. Et ce que vous avez ici, chacune des couleurs, chacun des graphes que vous avez, ça représente la polarité qui a été mesurée par un certain sujet de discussion dans les médias d'intérêt. Donc, on voit qu'il y a une certaine hétérogénéité, on voit que parfois le sentiment augmente, on voit que parfois le sentiment diminue. D'accord? Donc, ça, c'est des nouvelles variables, finalement, qu'on a créées sur la base de données qualitatives qui sont, par exemple, les news des médias américains. Et donc, maintenant, l'idée, c'est la troisième étape, ça va être de construire un modèle qui va nous permettre d'inclure cette quantité pour, par exemple, améliorer la prévision. D'accord? Donc, on va venir construire un modèle. Pour construire un modèle, il faut spécifier un modèle. Donc, typiquement, de manière très simple, le modèle le plus simple qu'on peut estimer, c'est un modèle linéaire. Donc, à gauche, vous avez une variable d'intérêt. Puis, à droite, vous allez avoir une constante et une combinaison linéaire de toutes ces quantités qu'on vient de construire. Donc, chacune des colonnes chacun de ces indices va être inclus dans notre modèle. D'accord? Et puis, vous pouvez imaginer augmenter encore le modèle avec d'autres variables, par exemple des variables macroéconomiques, d'accord, ou des variables exogènes. Donc, on a spécifié notre modèle. Le premier modèle le plus simple qu'on peut imaginer, c'est un modèle linéaire. Maintenant, ce modèle, il va falloir, on va vouloir l'utiliser pour générer un output qui peut être, par exemple, une prévision macroéconomique. OK? Et donc, c'est ce qu'on a fait donc on a mis en place ce pipeline avec l'un de mes étudiants, Kevin Buteau, qui est aujourd'hui professeur à l'université de Sherbrooke. Et donc, l'application que je vous propose ici, c'est une application aux États-Unis. Donc, on s'est intéressé à une quantité clé en macroéconomie aux États-Unis, qui est la production industrielle. Et on s'est demandé, est-ce qu'on arrive à améliorer la prévision de la production industrielle américaine en utilisant les news des médias américains qui parlent de l'économie américaine? D'accord? Donc, si on lit de manière automatique les news et qu'on vient mesurer le sentiment de ces nouvelles américaines à propos de l'économie, est-ce qu'on est capable d'améliorer cette variable macroéconomique d'intérêt? Okay? Et donc, c'est un papier qu'on a publié dans International Journal of Forecasting. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on s'est amusé à prendre un certain nombre de dictionnaires. Ici, on en a 7. Et puis, à venir scorer par année l'ensemble des textes qui discutent de l'économie américaine avec chacun de ces 7 dictionnaires. Et ce que vous avez sur ce graphique, sur l'axe horizontal, ce sont les années. Sur l'axe vertical, c'est un sentiment qui a été normalisé. Chacune de ces courbes représente l'agrégation par année du sentiment qui a été scoré par un dictionnaire donné. Donc, il y a deux choses qui sont intéressantes de noter ici. Ce que vous voyez en gris, donc c'est la crise de 2008, la crise financière. C'est qu'il y a une forme de consensus. D'accord? Quand on vient mesurer le sentiment de l'économie américaine de nos textes avec différents dictionnaires, certains dictionnaires ont été plutôt désignés pour la finance, d'autres pour l'économie, d'autres simplement pour les sciences sociales, on voit qu'il y a quand même une forme de cohérence au niveau des signaux que ça donne. D'accord? On voit très bien pendant la crise de 2008, on a vraiment un sentiment négatif qui a été mesuré par rapport à l'année précédente. Mais on voit aussi qu'il y a de l'hétérogénéité dans ces dictionnaires. Donc, on peut se partir du principe que
Ça pourrait être intéressant, plutôt que d'avoir un seul dictionnaire ou plutôt d'avoir une agrégation des dictionnaires, de laisser finalement notre modèle décider quel dictionnaire est le plus pertinent pour une année donnée ou pour un mois donné dans notre exercice de prévision qu'on va faire ultérieurement. Sur le même ordre d'idée, on peut travailler avec dictionnaire, mais on peut aussi travailler avec des sujets de discussion. Donc, ce que vous avez ici dans ce graphique, encore une fois, sur l'axe horizontal, ce sont les années. L'axe vertical, ici, ce sont des sujets de discussion. On a utilisé du NLP pour venir extraire des sujets de discussion dans un article. Donc, un article donné va peut-être discuter plus de l'oil and gas, peut-être qu'un article va plus discuter de l'inflation, peut-être qu'un article va plus discuter du fait qu'il y a du chômage. Et donc, on est venu avec un dictionnaire donné mesurer quel était le sentiment sur cette cross-section, vous voyez ici, sur ces différents topics de discussion. Et là, c'est aussi intéressant parce qu'on voit dans le temps deux choses. C'est que pendant la crise, par exemple, la dot-com bubble ici, peu importe de quoi on discutait ou de quoi discutaient les médias américains lorsqu'ils discutaient de l'économie, la pondération, la polarité était plutôt négative. On le voit aussi pendant la crise de 2008. D'accord ? Ici, une couleur rouge indique que c'est plutôt négatif. Donc, une forme de consensus sur les sujets de discussion. Mais par contre, on voit aussi qu'il y a de l'hétérogénéité. Donc, on peut partir du principe que notre modèle de prévision qu'on va vouloir mettre en place pourrait lui-même venir sélectionner quel sujet serait le plus pertinent à un certain instant T pour peut-être améliorer la prévision de notre modèle. Okay ? Donc, finalement, on a été assez agnostique. On s'est dit, on a 7 dictionnaires, on a 44 topics de discussion. En plus, je ne vous le montre pas ici, mais on a 16 manières d'agréger dans le temps le sentiment court terme, moyen terme et long terme. Donc, au final, combien de variables totales on a pour notre corpus américain? On en a près de 5000, 4928 indices de sentiment. Et donc, ce que je vais vouloir faire, c'est mon indice de production industrielle qui est ici à gauche, je vais vouloir l'exprimer comme une combinaison linéaire de mes variables de sentiment qui ont été augmentées. Vous le voyez ici, S, ce sont mes variables de sentiment qui ont été augmentées avec des variables macroéconomiques. Mais ça fait une grosse régression linéaire évidemment. Donc, je vais vouloir minimiser la somme des carrés des résidus par rapport à mes paramètres qui sont les paramètres de ma régression linéaire. Et comme c'est un modèle pour lequel j'ai beaucoup plus de features que d'observation, je vais devoir le régulariser, donc pénaliser ma régression, et en l'occurrence, on a pris ici une régularisation de type ElasticNet. D'accord ? Donc, un modèle très simple, mais avec beaucoup de variables qui sont potentiellement utiles pour la prévision de ma quantité d'intérêt. Et donc, il y a plusieurs exercices. J'aimerais ça t'interrompre. J'avais de la difficulté à trouver un petit moment. C'était très intéressant. On avait une question il y a quelques minutes de Jérôme Saint-Jean. Puis c'est lorsque tu parlais du dictionnaire puis du lexique. Donc, il pose la question, comment la polarité des différents mots est-elle déterminée? Les mots sont-ils classés manuellement dans différents sentiments? Quelle est la source? C'est une bonne question. Donc, il y a des méthodes automatiques de scoring, et il y a des méthodes de dictionnaire qui ont été construites simplement sur la notation humaine. D'accord ? Donc, en lisant un corpus, par exemple, de rapports d'entreprises américaines ou de conference call aux États-Unis, qu'est-ce qu'on va juger être comme un mot positif dans ce contexte-là ou un mot négatif? Et donc, on va construire un dictionnaire en mettant une polarité +1 ou une polarité -1. D'autres dictionnaires ont un range de polarité, donc ça dépend. Il y a des méthodes aussi automatiques pour lesquelles on va venir calibrer le dictionnaire sur une variable objective, par exemple. Et ça, on n'a pas utilisé ça dans ce papier-là. En tout cas, on n'a pas utilisé cette méthode-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Thierry? Parfait, merci. Non, c'était tout pour le moment. Okay, moi, je vais en avoir une bientôt, donc je t'interromprai à ce moment. Avec plaisir. Oui, moi j'en ai une. Excusez-moi d'interrompre. Oui. Juste pour rebondir sur ça, est-ce que le dictionnaire sort les mots en fonction du contexte ou en utilisant, par exemple, tous les mots qui sont les séquences de mots qui entourent le mot qu'on essaie de scorer, par exemple? Non, dans ce cas-là, ça a été vraiment, on a pris une approche très, très simple, c'est-à-dire juste une approche de dictionnaire. Donc, on est venu compter le nombre de mots qui étaient positifs dans le dictionnaire et le nombre de mots qui étaient négatifs dans le dictionnaire, et on a simplement fait un ratio. Donc, ici, on a pris une approche très, très simple. Donc, il y a évidemment du bruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va vouloir regarder un texte et regarder s'il est effectivement positif ou négatif, peut-être qu'on va avoir des faux positifs ou des faux négatifs. Mais le fait qu'on travaille avec des milliers de textes, finalement, on se débarrasse un peu de ce bruit pour chacun des textes et on arrive à capturer le signal
qui est commun en fait à tous les textes. Aujourd'hui, il y a des méthodes qui sont beaucoup plus fines pour pouvoir faire ce qu'on a fait à l'époque, tout à fait. Et juste par curiosité, vous pensez que ce serait, ça améliorerait d'analyser plutôt les séquences de mots plutôt que les mots ponctuels? Oui, je pense tout à fait. Je pense tout à fait. Merci pour cette question. Et donc, ce qu'on a fait de manière très simple, c'est qu'on a comparé. Donc, il y a plusieurs analyses qu'on fait dans le papier. Je vous invite volontiers il est en libre accès, donc je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse. Mais donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va prendre un modèle qui est un modèle de référence, un modèle benchmark, pour lequel on a un ensemble de variables macroéconomiques, d'accord, qui a été utilisé. C'est un modèle qui est fréquemment utilisé. On va regarder sur la base de deux mesures, qui est la root mean squared forecast error et la mean absolute forecast error. Mais vous pouvez voir ça comme une déviation de la prévision avec la variable réalisée. Pour différents échantillons et différents horizons de prévision, quelle est la performance de ce modèle de référence? Et on va comparer ça avec notre nouveau modèle, qui est le même modèle que le modèle de référence, mais pour lequel on a augmenté et on a ajouté nos variables de sentiment. D'accord? Et donc, vous imaginez, les deux modèles sont l'un et l'autre estimés avec cette méthode de régularisation. Et donc, c'est la deuxième colonne que vous avez pour chacune des dimensions de performance ici. Et ce que vous voyez en gris, ça indique, en fait, le gris ici vous indique lorsque notre modèle augmenté est significativement meilleur que le modèle de référence. D'accord? Et donc, on voit que soit la différence n'est pas significativement différente, donc il n'y a pas en termes statistiques une amélioration, mais en tout cas pour des horizons à moyen et à long terme, le fait d'inclure des variables de sentiment significativement améliore notre prévision. D'accord? Donc voilà le premier. Excusez, il y a une autre question qui va. Avec plaisir. Il y aurait donc plusieurs dictionnaires selon les différents domaines. Ces dictionnaires sont-ils ouverts au public? Comment pouvons-nous en avoir accès? Alors, tout est dans le package Centometrix et oui, ce sont des dictionnaires qui sont accessibles en libre accès. Tout à fait. Et c'est là, je dirais, la méthode la plus simple, back-end words, pour pouvoir venir évaluer le sentiment d'un texte, d'utiliser ces dictionnaires. Et je pense qu'intuitivement, on le comprend tous. OK? Je termine juste pour vous donner une autre illustration de ce qu'on fait aujourd'hui avec Centometrix, puis ensuite je passerai la parole avec plaisir à Alain. Un projet récent où on va venir capturer, encore une fois sur les médias américains, la préoccupation des médias en termes de changement climatique. Donc ici, chaque jour, on a une dizaine de sources américaines. On va aller déterminer quels sont les articles qui parlent du changement climatique. Et puis ensuite, est-ce qu'on parle de manière négativement de ce changement climatique? Et est-ce qu'il y a un risque qui est associé à ce changement climatique? On agrège ces différentes informations des journaux. Et ce qu'on obtient ici, c'est dans le temps une évaluation de la préoccupation des journaux par rapport au changement climatique. Et quand on regarde à quel moment est-ce qu'on a une augmentation de notre indice, on voit que ça correspond à des conférences majeures sur le climat ou des décisions politiques majeures qui n'étaient pas forcément bonnes pour l'avenir du climat. Et donc, une fois qu'on arrive à avoir cet indice-là, qui est finalement une quantité qui est latente, qu'on n'est pas capable d'observer, hein, à moins de faire des interviews, de faire des sondages chez les gens, mais à ce moment-là, on va avoir des réponses qui sont biaisées, on va peut-être mettre du temps avant de collecter les réponses, on ne va pas pouvoir poser des questions en 2004, revenir en 2004 pour poser la question aux gens, comment vous perceviez le climat en 2004, alors qu'on peut interroger les journaux pour voir en 2004 comment on parlait du climat. Grâce à notre indice, aujourd'hui, on peut essayer de déterminer certaines choses. Et donc, dans notre papier, on s'est intéressé aux firmes vertes et aux firmes brunes, et Étienne va vous en parler tout à l'heure, donc des firmes qui polluent, qui ont une grosse émission de CO2, des firmes qui polluent beaucoup moins, et on essaie de voir, au moment où on a une augmentation majeure de notre indice de préoccupation climatique, d'accord, hein, une augmentation qui est inattendue, est-ce qu'on voit une augmentation des prix des firmes brunes, vertes, ou une diminution du prix des firmes brunes et vertes? Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a une diminution des prix des firmes brunes et une augmentation des prix des firmes vertes. Donc, les investisseurs vendent massivement des firmes qui polluent et généralement, ils réinvestissent ça sur l'ensemble du marché. On montre que ce n'est pas seulement le cas pour les firmes vertes, mais c'est aussi pour les firmes qui ne sont pas brunes en tout cas. D'accord? Donc, c'est le genre de questions auxquelles on arrive à répondre en construisant des indices sur la base de données non structurées comme les news de journaux, par exemple. OK?
Donc, j'ai terminé ma partie, donc je suis heureux de passer la parole à Alain. Peut-être tu arrives à partager ton écran. Oui, merci David. Donc, ça ne sera pas bien long. Laissez-moi savoir si vous le voyez, là, il est censé être partagé en ce moment. Oui, on voit plein d'écran. Oui, parfait. Merci beaucoup. Donc, pour ma part, comme David l'a mentionné, je vais vous parler d'un projet sur lequel on a travaillé, moi, David et Kevin. Puis en fait, c'était de construire un indice d'incertitude pour le Québec. Donc, on va l'appeler communément l'indice EPU, donc E pour Economic, P pour Policy et U pour Uncertainty, qui, en fait, c'est vraiment juste un indice qui va mesurer l'incertitude entourant la politique économique dans une région, puis dans notre cas, la région, c'était le Québec. La première question, je pense, à se poser quand on attaque cette problématique-là, c'est de se demander pourquoi est-ce que c'est important de mesurer, d'avoir un chiffre, de quantifier l'incertitude. Je pense que David l'a bien mentionné tout à l'heure. Déjà aussi, l'incertitude peut nous donner juste une vue globale de l'état de l'économie actuelle, mais en même temps aussi, l'incertitude entourant la politique économique, ça a un lien assez fort avec d'autres variables d'importance. Donc, on peut parler à la consommation, on peut parler aussi de l'activité économique. Donc, on peut parler de plusieurs autres variables macroéconomiques. Puis ensuite, on peut utiliser ce chiffre qu'on a trouvé pour l'incertitude pour ensuite essayer d'améliorer nos modèles de prévision. Donc, voilà. Nous, dans notre cas, on n'était pas comme les premiers à attaquer cette question d'EPU. Baker et Hall, en 2016, ont publié un article qui, justement, essayait d'attaquer ce problème-là. Dans leur cas, à eux, c'était un EPU américain, donc c'est un EPU avec des sources américaines. Donc, c'est un EPU aussi qui prenait des sources anglophones. Ça, on va en parler un peu plus tard, mais nous, vu que c'était pour le Québec, nos sources étaient francophones. Donc, il y avait déjà une certaine différence à ce niveau-là. Sinon, donc, évidemment, lorsqu'on regarde un article, on va pas avoir pour chaque article un chiffre qui va déterminer l'incertitude. C'est une variable qu'on n'observe pas. Donc, il faut une manière de l'observer. Et puis, c'est un peu ça que Baker et Hall ont fait dans leur article. Ils ont proposé une méthodologie pour estimer cette incertitude-là. Donc, tout d'abord, évidemment, pour créer un indice d'incertitude relié aux nouvelles, il faut des articles de nouvelles. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récolté des articles de nouvelles qui sont reliés à l'EPU. Ensuite, la deuxième étape, c'était de construire des dictionnaires d'EPU. Donc, si on regarde, pour simplifier la chose, je pense que c'est mieux de regarder le dictionnaire comme étant 3 sous-dictionnaires. Donc, pour le premier sous-dictionnaire, tous les mots-clés qu'on va avoir, ça va être des mots-clés qui sont reliés à l'économie. Pour le deuxième sous-dictionnaire, ça va être des mots-clés reliés à la politique. Et le troisième dictionnaire, ça va être des mots-clés reliés à l'incertitude. Ensuite, une fois qu'on a déterminé quel mot allait être présent dans notre dictionnaire, ce qu'on va faire, puis pour illustrer la chose, je pense que c'est mieux que je donne un exemple. Mais si on a par exemple une source, puis on regarde pour le mois de janvier 2022, on va prendre tous les articles qu'on a de cette source-là pour le mois de janvier 2022. Ensuite, on va aller regarder dans le premier article qu'on a. Disons qu'on en a 30 articles. On va aller regarder dans le premier article. Puis là, on va se demander, OK, est-ce que j'ai au moins un mot de chaque sous-dictionnaire dans cet article-là? Si oui, cet article va être labeled, il va être étiqueté d'EPU. Ensuite, on va faire répéter ça pour le deuxième, troisième et jusqu'aux 30 articles qu'on a pour le mois de janvier 2022. Ensuite, donc, on va calculer un genre de ratio de fréquence EPU, de fréquence d'articles EPU, pardon. Donc, pour le mois de janvier 2022, comme dans mon exemple, si j'ai 20 articles que j'ai étiquetés d'EPU sur 30 articles, donc mon ratio, ce serait de 20 sur 30. Puis là, évidemment, on est capable de répéter cette même approche pour tous les autres mois subséquents. Donc là, ce que ça va nous donner, en fait, c'est que ça va nous donner une genre de série temporelle de fréquences d'articles EPU à travers le temps. Puis ça, c'est évidemment pour une source, mais si on a plusieurs sources, on peut répéter ce même exercice-là pour toutes les sources. Pardon. Donc, c'est ça. Donc là, si on a une série temporelle par source, on est capable d'agréger ces séries temporelles-là pour nous donner une série temporelle finale qui va représenter en fait tous les sources, donc la région qu'on vise. Dans notre cas, on avait une certaine problématique
La problématique, en fait, c'était que nous, on a 4 sources, puis 3 de nos sources, en fait, c'était des éditions du jour et non pas des articles. Puis comment est-ce qu'on différencie une édition du jour d'un article? C'est un peu comme, vous pouvez vous imaginer l'édition de la presse, par exemple, qui est papier, là, que vous avez le matin. Il y a plusieurs articles dedans. Il n'y a pas simplement un article. Puis nous, en fait, c'est des fichiers texte avec des éditions du jour dedans. Donc, c'était assez difficile d'isoler les articles au sein d'une édition du jour. Donc, on avait cette problématique-là. Puis, ça faisait en sorte, en fait, qu'on ne pouvait pas utiliser la méthodologie de Baker et Hall parce que, en fait, on va vous donner un exemple simple, là, mais si dans un article au début de l'édition du jour, on parle, disons, des cours d'économie dans les écoles secondaires, au milieu de l'édition du jour, on parle des élections. Puis à la fin de l'article, bon, disons dans la section sport, on parle de l'incertitude quant au futur de Carey Price à Montréal. Je vous donne un exemple simple. On va déterminer que notre édition du jour est EPU, alors que, évidemment, pas évidemment, ça se peut qu'elle le soit, mais le fait qu'on ait ces 3 mots-là aurait étiqueté cette édition du jour-là comme étant EPU, alors que c'est pas nécessairement le cas. Donc, il fallait trouver une nouvelle approche. Puis, comme je vous ai dit tantôt aussi, on avait le challenge d'avoir la langue française là, dans nos sources. Puis aussi, on voit que chaque source va avoir comme une différente date de début et de fin. Certaines dates vont se chevaucher, d'autres pas du tout. Là. Donc, on voit ici, à partir de 2013, on a vraiment juste Radio-Canada qui est prédominant. Là. Donc, on avait ce petit challenge-là aussi. Je ne sais pas s'il y avait des questions jusqu'à maintenant. Là, je ne vois pas le chat. Moi, j'en ai une. En fait, j'attendais. Vous venez de parler du biais, justement. Il y a beaucoup plus d'articles pour Radio-Canada. Est-ce qu'il y a d'autres types de biais dans vos données, des biais systématiques comme ça? Ben en fait, c'est que là, je vais parler de la méthodologie qu'on avait instaurée là, pour régler ce problème-là. Donc oui, il peut y avoir un certain biais à cette méthodologie-là parce que justement, tu sais, quand tu as un article qui va suivre l'autre, puis tu as des mots de chaque dimension dans un article, puis là, tu en as 2 par exemple dans un article, puis un dans un 3e article. L'article ne parle pas de la même chose, mais si les mots sont. Ben je pense que je vais parler plus je vais l'expliquer un peu plus davantage quand je vais parler de la méthodologie, mais si les mots ne sont pas dans le même article, est-ce qu'on peut quand même dire que c'est EPU ou pas? Puis c'est là que notre méthodologie va venir. Là. Donc, je vais en parler un peu plus quand que. Donc oui, il y a un biais là, en fait, puis je vais en parler davantage. Puis, je ne sais pas si je suis la seule à me poser cette question, mais quel type de données est-ce que vous utilisez pour évaluer les modèles, donc les prédictions que vous faites? Est-ce que c'est des données du gouvernement, des données publiques, des sondages? Ben déjà, le premier, c'est un peu ad hoc comme méthode pour voir si notre approche elle est bonne ou pas, mais un peu comme David l'a mentionné, il y a le fait de lier certains événements au spike que tu as dans ton indice. Sinon, d'autres méthodes pour voir si nos modèles fonctionnent et si notre indice il y a un plus-value, c'est de comparer, disons, un certain modèle de prévision avec un indice EPU qui existe déjà, parce qu'en fait, il y a un indice EPU pour le Canada en ce moment qui a été calculé avec la méthode de Baker et Hall. C'est d'autres sources, puis c'est pas spécifiquement pour le Québec. Mais donc, on peut comme peut-être prendre ces mesures-là, ces modèles-là qui sont déjà existants, faire nos exercices de prévision, puis là, ensuite, faire exactement le même modèle de prévision, mais en instaurant notre indice EPU dedans, puis de comparer le root mean squared forecast error, puis le mean absolute forecast error, puis regarder en fait, est-ce que les différences sont significatives ou pas. C'est exactement ce qu'on a fait dans notre cas, là, un peu ce que David a montré à la fin de sa présentation. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait avec l'EPU québécois. Puis on a réussi à le comparer à d'autres modèles qui ne comprenaient pas notre indice, puis de voir si ça ajoutait de la valeur. Oui, merci beaucoup. C'est justement c'est ma question. Il y a 2 autres questions, là, des participants avec la main levée. Peut-être que Jérôme, tu peux commencer. Oui. Qu'est-ce qui explique que le devoir, la fin, c'est en 2011, alors qu'il y a encore des publications? Là? Même chose pour les autres journaux? Là? Ouais, ben en fait, ça, c'était juste une question de où est-ce qu'on est allé chercher nos données. On est allé chercher de la banque
Banque des Archives nationales du Québec. Puis en fait, eux, ce qu'ils avaient disponible, c'était vraiment par exemple, pour Le Devoir, c'était de 1910 à décembre 2011. Donc, on n'avait pas d'autres éditions du jour pour Le Devoir là, dans ce cas-ci. Est-ce qu'ils vont les rajouter dans le futur, les éditions depuis? Ou... Ça, c'est une bonne question quand même. Je sais pas, On, David, on a été en contact avec Radio-Canada. En fait, c'est vraiment intéressant vos questions. Là, l'idée, c'était d'avoir un indice de plus de 100 années, en fait. C'est très rare de remonter aussi loin dans le temps. Donc, on a privilégié pour ce travail-là cette base de données unique avec des fichiers qui ont été scannés, qui ont été transcrits en fichiers texte et pour lesquels on n'arrivait pas à déterminer les articles individuels, mais seulement les éditions du jour. Et donc, on a dû développer toute cette méthodologie pour mesurer la fréquence EPU dans une édition du jour. Puis ensuite, comme vous l'avez souligné, Laura, le fait d'avoir des éditions qui partent, qui viennent et donc qui peuvent biaiser potentiellement l'indice. Et comme l'a dit Ala, on a aussi mis au point une méthodologie dynamique pour pallier ce problème-là. Donc, c'était ça les objectifs qu'on a eu, enfin, les difficultés qu'on a rencontrées, puis les contributions méthodologiques qu'on a développées. On aimerait ça mettre à jour notre indice, c'est sûr. Clément, tu as aussi une question, je vois. Oui, je me demandais au niveau des sources, pourquoi se limiter aux journaux? Est-ce qu'on pourrait, bon, j'imagine que vous y avez pensé, mais on pourrait élargir les sources, par exemple, je ne sais pas, des transcripts de conférences du gouvernement du Québec qui parlent de la politique économique ou même, je pense, à des communications en anglais qui parlent du Québec. Je comprends que c'est beaucoup de travail déjà, là, j'imagine, mais c'est plus une question comme ça générale. C'est possible. Ici, l'idée, c'était d'avoir une fréquence régulière. On sait qu'on a une publication journalière. Si tu regardes les communications de la Banque du Canada ou du gouvernement canadien, la fréquence n'est pas la même. Mais il y a des modèles qui existent, on aurait pu faire ça éventuellement. Merci pour les questions. On peut reprendre le temps file, fait qu'on peut prendre les questions peut-être un peu plus tard là, après la présentation de Ala. Parfait, merci. Donc, ça, c'est juste pour vous donner une petite vue des mots qui ont été utilisés dans la construction de notre indice. Donc, on voit ici, c'est comme le gros dictionnaire dont je parlais, puis les sous-dictionnaires ici par dimension. Donc, on voit évidemment que pour la dimension économie, on va évidemment retrouver le mot économie, économique, des mots qui dérivent un peu d'économie, puis d'autres mots reliés à ce thème-là. Pour politique, même chose, et pour incertitude, même chose. Puis en passant, en fait, ce dictionnaire-là a été pris en partie aussi d'un indice EPU belge francophone qui a été créé. Donc, on a pris quelques mots de là-bas, puis on a ajouté les mots qui manquaient, en fait, là, comme Banque centrale du Canada. Évidemment, c'était pas dans le lexique belge, donc on l'a ajouté par nous-mêmes. Donc, voilà. Pour justement pallier au problème d'édition du jour contre article qu'on faisait face, donc, on a développé une méthodologie qui va aller regarder en fait la distance entre les mots dans une édition du jour. Donc, ça va aussi venir mesurer une certaine fréquence. Donc, pour l'exemple que je vous donne ici, prenons une édition du jour quelconque, disons en janvier 2022 encore. Pour cette édition du jour-là, on va aller calculer toutes les combinaisons de triples, les triplets EPU qu'on est capable de trouver au sein d'une édition du jour. Puis là, évidemment, on va avoir des mots un peu partout dans l'édition du jour. Ensuite, comment on va venir filtrer ça? C'est qu'on va se dire, OK, tous les triplets qui vont avoir une distance de moins de 100, par exemple, on va venir les éliminer. Puis quand je parle de distance, ça va être en fait l'indice du mot dans l'édition du jour. Donc, par exemple, ici, là, on voit que gouvernement, la position du mot gouvernement, il est à la position 2125 dans le texte, crise 2144 et économique 2145. Donc, la distance ici dans le triplet, on va considérer que c'est 20 la distance. En fait, c'est la distance maximale, en d'autres mots. Donc, c'est ça, on va calculer la distance entre chaque triplet qu'on va avoir, puis on va sélectionner seulement les triplets qui sont en dessous d'un certain seuil. Puis quand je dis triplet, en fait, c'est des triplets uniques en dessous d'un certain seuil. Donc, avec ça, on va répéter comme cet exercice-là pour toutes les éditions du jour au mois de janvier. Donc, au final, pour le mois de janvier, on va avoir, disons, je ne sais pas, 30 triplets uniques qui sont en bas du seuil auquel on s'est fixé. On va avoir, disons, je ne sais pas moi, 30 000 mots
dans notre, au sein de tous nos éditions du jour en janvier. Donc, on est capable, encore une fois, de calculer un genre de ratio de fréquence EPU sur le nombre de mots. Là, puis, en fait, ça va nous donner cette fréquence-là équivalente à la méthode de Baker. Puis, en faisant ça, en fait, on est capable de répéter ça pour les mois subséquents et pour les sources aussi, les autres sources qu'on a. Ça, en fait, c'est juste là, si je peux me permettre, je pense que, parce que je vois le temps qui file à fond, là, est-ce que peut-être passe à la slide finale, peut-être? Oui, parfait. Merci. Donc ça, c'est comme David l'a dit, c'est le travail final, en fait. C'est quand on agrège toutes les sources avec notre méthodologie, on va avoir un certain indice qui va montrer des spikes pour certains événements importants. Puis, voilà. Donc, c'est pas mal ça. J'aurais une question rapide, j'espère. C'est en lien que ce résultat final-là, puis aussi le résultat présenté par David Ardia. Ces indicateurs-là sont tout le temps relatifs, j'imagine, comme on parlait de la préoccupation écologique. Quand c'est faible, j'imagine que ça ne signifie pas la même préoccupation faible en 1930 versus, disons, faible en 2020. Puis, est-ce qu'il y a comme un effet compounding là, par exemple, de l'EPU, est-ce que comme l'instabilité peut s'accumuler? Merci Thierry. C'est vraiment une bonne question parce que ça a été notre challenge un peu avec Ala. Parce que quand on est en fait, on fait une normalisation, une standardisation qui est relative aux dernières années. Donc, on peut construire un EPU qui s'interprète globalement ou bien qui s'interprète en fonction des dernières années. Tout à fait. Et étant donné que le contexte médiatique peut être changeant, que le contexte politique peut être changeant, ça peut valoir la peine de faire cette standardisation dynamique. Super, merci. OK, alors on passe. Merci beaucoup, Alain. Et je pense qu'on peut passer à Tienne. Sujet différent. Parfait. En tenant un petit compte du temps, je vais juste le faire assez rapidement. Je vais me donner à 5 minutes. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, ça marche. Parfait. Super. Juste un petit peu de contexte. Je suis gestionnaire de portefeuille dans une compagnie crypto. Alors, je gère un fonds algorithmique, un fonds d'arbitrage et j'ai lancé un fonds VC récemment. Plus en ce moment, j'ai ouvert un fonds NFT. Donc, moi, mon intérêt, c'est vraiment la gestion d'actifs. Et dans une ancienne vie, j'étais consultant en investissement. Et dans cette ancienne vie-là, on m'a demandé beaucoup de regarder tout ce qui est ESG, qu'est-ce qui est la prime associée en fait à tout ce qui est ESG. Et j'ai fait beaucoup d'études par rapport à ça pour qu'on amène à quelque chose, des proposals. Par exemple, à l'événement de Paris, par exemple, donc l'entente de Paris. Et donc, ça, quand David et moi, on en a parlé, ce sujet-là était très pertinent. Donc, on a fait une recherche là-dessus et la note a été sortie le mois passé. Donc, le sujet, c'est est-ce que c'est facile pour les gestionnaires ou comment c'est facile pour les gestionnaires de portefeuille de déployer le talent en investissant dans des actions ou en créant des portefeuilles qu'on appelle des portefeuilles verts ou des portefeuilles bruns. Et on peut le voir qu'en fait, côté institutionnel, il y a beaucoup d'intérêt là-dessus. Par exemple, même BlackRock, le plus gros gestionnaire au monde, du côté passif et actif, il voit que la demande est extrêmement élevée et c'est pour ça qu'il y a une grosse tendance par rapport à ça. On peut voir aussi dans les papiers de recherche, il y a beaucoup de travail qui a été fait là-dessus. Donc, ça nous a encouragé d'aller dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que l'impact environnemental, c'est quelque chose qui peut vraiment impacter, changer le rendement espéré des classes d'actifs. J'avais fait une grosse recherche là-dessus dans le passé. Et ici, nous, on veut voir vraiment comment on peut capturer cet effet-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé en fait des groupes de stocks. Donc, on est parti avec le S&P 500 parce que depuis 2014, 60% et plus des stocks dans l'S&P 500 disclosent en fait le niveau de scope 1, scope 2 et scope 3 d'émissions de carbone. Et on les a standardisés par le revenu. Donc, on a fait en sorte que notre proxy pour en fait l'émission ou notre proxy pour classifier si c'est un stock peut être brun ou vert, c'est vraiment l'émission carbone divisée par le revenu, 1 million de revenus. Et en faisant ça, on les a classifiés à chaque mois, on avançait comme ça. Et s'il était dans le top 25%, donc le top 25% quantitatif,
il était classifié vert, et sinon, dans le bottom 25, il était classifié brun. Et on a créé nos univers et on a avancé dans le temps. Et on faisait, en fait, ce qu'on computait, c'est vraiment, on a utilisé une méthodologie qui a été développée pour, en fait, enlever l'élément de chance, en fait, dans la classification de la performance. Et ça a été appliqué par Varas en 2012 et récemment aussi par David qui l'a fait en 2018 pour les hedge funds. Donc, nous, on l'a appliqué pour les stocks. Et finalement, en fait, la première chose qu'on faisait, c'est qu'on calculait en fait le ratio de equal performance. Donc, en fait, le ratio de toutes les stocks qui ne pouvaient pas se distinguer en fait le pair. Et par la suite, on a défini l'hétérogénéité comme 1 moins ce ratio-là. Et ça, on l'a. Voici un exemple de ce que ça peut donner. Ça peut donner une distribution comme ça, que dépendamment comment on classifie en fait notre univers. Et en fait, chaque cantine, chaque bucket indique un peu la performance associée en fait à ce niveau d'émission. Et en fait, le résultat veut dire, qu'est-ce qu'on observe vraiment, c'est que les skills dans la sélection de stock, soit dans l'univers brun ou l'univers vert, a diminué à travers le temps. Donc, plus il y a d'intérêt, plus il y a des gestionnaires qui rentrent dans ce milieu-là, moins il y a d'opportunités d'investissement. Donc, ça fait du sens. Et on peut voir qu'en fait, il reste encore quand même beaucoup d'opportunités à voir dans les stocks bruns. Donc, la volatilité est beaucoup plus élevée et la moyenne aussi plus élevée. Et c'est ça. C'est en fait, ça c'est le résultat principal à retenir de ça, c'est que c'est beaucoup plus difficile pour les gestionnaires en fait de déployer leurs skills. Quand ils doivent choisir des stocks, et surtout maintenant que les stocks verts, il n'y en a pas beaucoup, ils sont vraiment crowded en plus. Et en plus, quand ils sont rajoutés à les indices verts, ça fait encore plus que tous les rendements s'aplatissent et s'en vont vers une certaine sorte de rendement indiciel. Donc, c'est de plus en plus difficile alors de distinguer ces opportunités d'investissement. Je pense que c'est à peu près tout. Je suis allé rapidement, mais c'est parfait. Merci, Tiens. Ouais. Merci. Je vais prendre la main. Et donc, on va terminer par Clément. Donc moi, c'est un sujet qui est encore différent. J'ai travaillé comme Tienne dans un fonds d'investissement, donc je suis assez intéressé par la gestion d'actifs et comportement des investisseurs et ce genre de choses. Donc ce papier, vraiment, il porte sur ça. Donc on est dans la phase de finalisation. Le papier n'est pas tout à fait fini. La première version va sortir dans quelques jours. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec Robinhood. Donc, c'est une plateforme qui permet à n'importe qui, c'est-à-dire des investisseurs privés essentiellement, de gérer leur argent par eux-mêmes et d'investir en bourse. Donc, c'est l'équivalent de Wealthsimple au Canada. Donc, c'est un phénomène qui, depuis quelques années, a pris beaucoup d'expansion. On voit dans la première figure à gauche l'explosion du nombre d'utilisateurs de cette plateforme Robinhood. Et donc, ils sont plus de 22 millions à la fin de 2021. Par ce nombre, en fait, ils sont tellement nombreux qu'ils ont une influence qui grandit vraiment sur les marchés. Aujourd'hui, ils sont capables d'influencer les prix des actions. Vous avez peut-être entendu parler de GameStop. C'était il y a un an environ, jour pour jour. Cet événement, disons, où une vague d'investisseurs, principalement de cette plateforme-là, de Robinhood, ont acheté le stock parce que, bon, pour des raisons, ils voulaient un petit peu punir des gros fonds d'investissement qui avaient des positions short dessus. Mais le point, c'est qu'ils sont capables de vraiment agir sur le prix de l'action. Suite à cette vague d'achat, on a eu un plus 1500%
en 3 semaines. Donc ça, c'est un exemple. Il y a d'autres, je pourrais citer d'autres exemples, notamment avec la compagnie de location de voitures Hertz, où il s'était passé un petit peu la même chose. Donc on est dans ce contexte-là. Et nous, donc ces investisseurs-là, ils ont un profil qui est très différent de l'investisseur traditionnel qu'on peut imaginer, le hedge fund, la grande banque. Là, on est sur des personnes déjà particulières. On est sur des personnes très jeunes, en général, qui sont très peu expérimentées. La plupart je sais que dans un autre papier qui traite du sujet aussi, ils indiquaient que la question la plus posée dans le forum de Robinhood, c'est « What is the stock market ?» Donc, c'est des gens qui sont quand même, on peut dire, assez inexpérimentés. C'est des gens qui sont très connectés également. Ils utilisent beaucoup l'application, donc ils négocient en bourse avec leur smartphone. Et ils investissent aussi des montants qui sont faibles. Donc, le portefeuille moyen d'un investisseur Robinhood, c'est 1 500 $ américains. Donc, tout ça, ça contraste énormément avec l'investisseur typique qu'on connaît. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'analyser le comportement de ce nouveau type d'investisseur. Donc, la question, elle est assez vaste. Nous, on s'intéresse en particulier à leur réaction au rendement passé. On considère que le rendement passé, c'est une des choses les plus visibles et qui peut influencer le comportement, notamment des investisseurs inexpérimentés comme eux. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des rendements passés, puis on regarde la réaction des investisseurs. Qu'est-ce qu'ils font suite à ces rendements? Une autre chose importante, c'est qu'on fait l'analyse à haute fréquence, donc essentiellement sur une base intrajournalière. On analyse leur comportement à l'intérieur de la journée. Donc, si on prend un exemple vraiment simplifié ici, on peut prendre un stock au hasard, Apple, puis on peut supposer que ce matin, entre 10 et 11 heures, le prix de l'action Apple a fait moins 5%. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe après. Qu'est-ce qu'ils font les investisseurs après? Ils observent ce rendement. Peut-être qu'ils achètent Apple parce qu'ils pensent que c'est une opportunité, ou peut-être qu'ils vendent Apple parce qu'ils ont peur. Donc, on essaye d'évaluer ça, de façon agrégée sur tous les investisseurs. Le deuxième élément, c'est qu'une fois qu'on a identifié certains comportements par rapport au rendement passé, on va essayer de déterminer qu'est-ce qui influence ces comportements. Donc, on va regarder la variation des comportements en série chronologique, puis on va essayer de déterminer, par exemple, est-ce que le niveau de volatilité du marché va avoir une influence sur le comportement des investisseurs? Est-ce que les indices de sentiment peuvent avoir une influence quand le sentiment est plutôt à l'optimisme? Est-ce que le comportement diffère de lorsque le sentiment est plutôt pessimiste, etc. On va regarder aussi les variations dans le cross-section. Donc, on va faire des analyses transversales par rapport au type de firme. Donc, est-ce qu'on a des comportements différents selon la taille pour des firmes à grosse capitalisation boursière ou petite? Est-ce que ça change selon le niveau de dette? Est-ce que c'est pareil si la firme est plutôt une growth firm ou une value firm? Donc, on va essayer de regarder un petit peu tout ça. Donc, on utilise des données qui sont open source, qui proviennent du site de RobinTrack. Donc, c'est un site en fait qui tirait les données du site de Robinhood au moment où ces données-là étaient publiques. Aujourd'hui, c'est plus possible, mais les données étaient partagées en fait publiquement pendant 2 ans. Donc, on utilise cette base de données-là. Ça va de juin 2018 à août 2020 et c'est assez riche. Donc, on a plus de 8 millions d'observations sur 2800 compagnies. Donc, on est essentiellement sur l'univers américain, le marché américain et des stocks, donc des stocks qu'on appelle common stock. Donc, on exclut tout ce qui est fonds, ETF, etc.
La deuxième source de données qu'on utilise, c'est des prix haute fréquence, puisqu'on met en relation les rendements basés sur des prix au comportement des investisseurs. Donc, la méthodologie, encore une fois, simplifiée, ça va être en 3 étapes. Donc, d'abord, on va calculer une mesure de comportement des investisseurs. Donc, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que les données Robinhood, qu'est-ce qu'elles représentent? Celles qui viennent de RobinTrack. Donc, ça représente le nombre d'investisseurs qui détient au moins une action d'un stock à un moment donné. Donc, par exemple, si on prend Apple, encore une fois, on va avoir 2 colonnes pour Apple. La première, ça va être le timestamp. Et la deuxième, ça va être le nombre d'investisseurs de Robinhood qui détiennent au moins une action dans Apple. Et on va avoir une série chronologique comme ça pour chacun des stocks. Et ensuite, on va calculer donc une variable de comportement de ces investisseurs-là en faisant simplement le changement d'une observation à l'autre. Donc, si d'une observation à l'autre, cette variable augmente, ça veut dire qu'il y a plus d'investisseurs qui détiennent Apple. Si ça diminue, il y en a moins. Le deuxième étape, c'est de travailler avec les rendements. Donc, on va calculer des rendements à haute fréquence, environ à fréquence horaire, et on va les classifier en groupes de niveaux, donc du rendement le plus extrême négatif au rendement le plus extrême positif. Et le troisième étape, c'est de mettre en relation ces 2 données. On va construire une régression où est-ce qu'on a notre variable de comportement de Robinhood en variable dépendante, et en variable indépendante, on va avoir le rendement passé qui dépend du groupe de niveau en question. On va être capable de voir comment ils réagissent à certains types de rendements. Voilà, et donc ça, c'est un aperçu des résultats. Donc, c'est l'aperçu du résultat de la régression dont je viens de parler. Donc, si on regarde la première figure en bas à gauche, ce qu'on a sur l'axe horizontal, c'est les rendements. Donc, c'est des rendements ajustés. C'est pour ça qu'on a moins 2 et qu'on a ces groupes-là. Donc, moins 2, c'est vraiment des rendements qui sont extrêmes négatifs, et supérieurs à 2, c'est des rendements extrêmes positifs. Et sur l'axe vertical, on a le changement du nombre de comptes Robinhood. Donc, comment est-ce qu'on interprète ça? On voit, et puis les 5 courbes, c'est selon le temps de l'horizon de la réaction. Donc, on évalue la réaction après 1 heure, après 2 heures, 3 heures, jusqu'à 5 heures. Donc, ce qu'on observe ici, c'est qu'on a un smile, on a donc une réaction qui est plus forte lorsque les rendements sont très négatifs, et également qui est plus forte lorsque les rendements sont très positifs. Donc, ils ont tendance à réagir fortement lorsqu'il y a de forts mouvements. La deuxième observation, c'est que ce smile, il est asymétrique. Donc, on a une réaction qui est plus prononcée dans la partie négative des rendements, dans la queue négative, que dans la queue positive. Puis, le troisième élément qu'on peut déduire, c'est par rapport à la vitesse de réaction, puisqu'on évalue la réaction de 1 heure à 5 heures. Et on peut voir, par exemple, ici, que la courbe, elle diminue de façon monotone. Donc, ça veut dire que lorsque le rendement est très négatif, les investisseurs ont tendance à réagir fortement la première heure. Et au fur et à mesure que le temps passe, la réaction s'atténue. Donc, ici, on peut déduire que la vitesse de réaction est particulièrement élevée pour des rendements de type extrême négatif comme ceci. Pour le reste, ce dont j'ai parlé par rapport aux identifications des déterminants, des comportements, c'est encore en cours, donc je ne le présente pas ici. Mais ça, c'est essentiellement la première partie des résultats. Merci pour vos présentations. C'était super intéressant, c'était très diversifié. Donc, on arrive déjà à la fin de l'heure. Je vais peut-être inviter le professeur Ardia à un mot de la fin, puis nous en dire plus sur ce qui est à venir pour vous et vos collègues. Oui, je pense que ce que je peux dire, c'est d'abord remercier beaucoup Alain, Tienne et puis Clément d'avoir pris sur leur temps de travail aussi pour certains pour présenter le projet, que ça a été vraiment
un plaisir pour moi de collaborer avec eux et toujours avec Clément, et on termine le papier avec Tienne. Donc, d'abord, merci à vous. Et puis, dire aussi à tous les étudiants que ça intéresse que ce soit Alain ou Tienne, ils sont à la recherche de talents. Donc, je pense que vous pouvez sans doute m'écrire et puis je peux leur transmettre. Si c'est en risk management, je pense que ça s'adressera plus à Alain, et si c'est plus les cryptos vous intéressent peut-être plus, ce sera peut-être plus pour Tienne, mais faites-moi parvenir votre CV et puis je transmettrai avec plaisir si vous voulez partir dans le privé. Et puis, si vous voulez rester et faire de la recherche, ben, avec l'équipe, on est toujours heureux potentiellement de voir des perspectives pour des collaborations. Donc, voilà. Donc, merci d'avoir participé aujourd'hui et puis à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ardia, et tous les autres, en fait, pour vos présentations. On vous donne rendez-vous pour les prochaines activités d'Ivado pour les étudiants. Je vous ai mis les liens dans le chat. Le prochain événement sera une formation en EDI et en éthique, donc qui aura lieu le 17 février. Sinon, je vous dis à la prochaine. Et sachez que la présentation va être aussi partagée sur notre chaîne YouTube dans les prochains jours. Donc, je vous invite à vous tenir au courant. Donc, les autres cafés scientifiques étaient également sur notre chaîne YouTube, si vous voulez partager l'événement avec vos collègues par la suite. Donc, à la prochaine. Merci encore et puis bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup pour la suite des choses.